Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Curieux par nature, le balado qui répond à vos questions sur les sciences naturelles. Moi, je m'appelle Clémentine, je suis vulgarisatrice scientifique à la Maison Léon Provencher, le seul musée de sciences situé à Québec. Puis, je suis accompagnée de deux personnes aussi, donc je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi c'est Pascal, je suis le coordonnateur à l'éducation à la Maison Léon Provencher. Donc je travaille avec Clémentine pour tout ce qui est activités scolaires dans les écoles. Puis, on a la chance aujourd'hui d'être accompagné par un expert, alors je te laisse te présenter également. Bonjour à tous, Jean-Philippe Légaré. Moi, je suis entomologiste au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Et en fait, je travaille dans un laboratoire qui vise l'identification principalement des ravageurs agricoles au Québec. Donc aujourd'hui, on est réunis pour un second sujet sur les insectes. Puis ce sujet-là, personnellement, c'est un de mes préférés. Alors je sais que je vais dire ça tout le temps, mais vraiment, celui-là, moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. On va parler en fait des sociétés d'insectes. Donc peut-être que Jean-Philippe, tu pourrais un petit peu nous aiguiller. Qu'est-ce qu'on entend par société d'insectes? C'est quand même un sujet un peu plus complexe aujourd'hui, là, qui est une société d'insectes. C'est les insectes qui vivent, comme ça le dit, dans la société, donc qui font des groupes. Puis quand on parle de société, on parle aussi de rôle. C'est ça, de comment une société d'insectes peut fonctionner. Donc c'est un peu c'est ça, des insectes qui vont être capables de vivre. On va en parler Ouais, par plusieurs façons, être capable de communiquer, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment un sujet qui est vraiment fascinant, surtout considérant que c'est quand même des insectes dont on parle. Donc, c'est quand même des petits organismes qui sont capables de choses, on va le voir, là, de choses assez impressionnantes là, quand on parle de leur société. Ouais. Puis, s'il faut, il y a peut-être des insectes qui font des petites balados dans leur fourmilière, On sait peut-être, jamais. là, parce qu'ils communiquent entre eux. Ils sont capables de se passer des informations simplement en se touchant les antennes. Ils ont la même alimentation. Il y a vraiment c'est ça, des rôles qui sont vraiment dispatchés dans la société. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça super intéressant. Puis, j'ai vraiment hâte d'en apprendre un petit peu plus. Puis, on parlait tantôt donc, des insectes sociaux. C'est un regroupement, mais c'est un regroupement de la même espèce. Il n'y a pas deux espèces qui peuvent faire une société ensemble. Ça n'existe pas. J'aurais tendance à dire que non. Moi, c'est ça. Ça dépend, Ouais. ça dépend pas, peut-être pas deux espèces d'insectes, mais par contre, on sait qu'il y a des groupes, des symbioses entre, par Oui, exemple, c'est des vrai. familles qui forment une société Ouais. qui vont élever un champignon qui va dégrader des plantes, puis ils vont se nourrir de ce champignon-là. Donc, ils vont nourrir le champignon pour se nourrir de ce champignon-là. Donc, je ne sais pas si on peut considérer que c'est des sociétés entre différents... Mais principalement, je dirais que la plupart des sociétés d'insectes vont être ciblées vers une seule espèce d'insecte. Puis, est-ce que c'est un avantage de vivre en société pour les insectes? Tout dépend. Tout dépend. Ouais, OK. tout dépend. C'est plus complexe. Exactement. En fait, oui, mais ça a un coût de vivre en société. Ouais. Bon, on le voit, là, on vit dans une société, on a des taxes à payer, des impôts pour subvenir aux besoins de notre société, mais c'est un peu le même principe chez les insectes, dans le sens que eux, ils ont un coût qui est associé au fait de vivre ensemble, puis il faut que l'avantage qu'ils retirent de cette vie en société-là dépasse le coût que ça leur prend, que ce soit le coût énergétique, le coût en déplacement, le coût... Donc, c'est ça. Il y a Ça prend oui, des coups. ça peut être un avantage, mais c'est pour ça que c'est pas tous les insectes qui font ça. Puis c'est quand même des groupes assez spécifiques qui ont évolué dans ce sens-là, parce qu'il y a aussi beaucoup d'avantages à Oui, ne c'est pas ça. vivre en société, en fait, pour les insectes. J'imagine qu'il y a quand même, s'ils vivent en société, vu comment l'évolution est faite, s'ils vivent en société, c'est qu'il y a quand même aussi un maximum d'avantages à vivre en société comparativement aux insectes qui sont tout seuls dans la nature. J'imagine que il y a, c'est ça, il y a quand même beaucoup de bonnes choses à vivre ensemble que de vivre tout seul dans son coin. Puis, est-ce que il y a différents grades de société ou est-ce que vraiment tous les insectes qui vivent ensemble, ça y est, on peut dire que c'est une société? Est-ce que il y a comme, je sais pas, des insectes simplement qui se regroupent dans un coin ou qui font des réunions tout seuls? Puis après, il y en a d'autres qui vivent vraiment dans des choses beaucoup plus complexes. Mais quand on parle de société chez les insectes, je pense qu'on fait quand même référence à des insectes qui sont capables vraiment de communiquer. C'est une société, ils sont pas juste
regroupés ensemble, Ils comme ont par des exemple... rôles établis. Ouais, c'est là. ça. Tu sais, il y a des insectes qui vont, mettons, des insectes qui vont coloniser le bois mort. Ben, eux, ils trouvent un bois qui est intéressant. Ils vont lâcher une phéromone d'agrégation, puis tous leurs amis vont Vont venir. arriver. La Ils vont ressource est arriver. là. Les La fait que- ressource copains, est là, c'est mais tu sais, ça, ouais. je dirais que c'est pas une société. Ouais. Pour moi, quand je parle d'une société d'insectes, c'est vraiment, c'est ça, qu'il y a des groupes, il y a des communications, il y a des rôles qui sont établis, il y a même une hiérarchie Mhm. à l'intérieur même Ouais. de la société. Donc, j'aurais tendance à penser que quand on parle de société, c'est quand même des plus complexe que juste Juste un simplement amalgame. qui se regroupent, Ouais. mettons les coccinelles asiatiques, là, l'automne, Mhm. qui se regroupent ensemble pour... c'est pourquoi? Pour avoir chaud, j'imagine. Ouais, Elles se pour regroupent survivre à ensemble. l'hiver. Ouais. Ça, c'est pas, on considère pas ça comme une société, en fait. On considère ça comme du grégarisme, c'est ça? Elles se Ouais, c'est ressemblent ça, ensemble. exactement. OK. Donc, c'est ça. Donc, nous, en fait, vraiment, dans cet épisode-là, on va vraiment se concentrer sur ça, sur ces sociétés d'insectes. Donc, est-ce qu'il y a des groupes qui sont beaucoup plus concernés que d'autres? Ben, au Québec, c'est certainement les hyménoptères. Donc, Ouais. ce qu'on appelle hyménoptères, c'est ce qui est guêpes, abeilles, fourmis. C'est vraiment ce qui me vient en tête quand Mm. on parle de société d'insectes. Je pense que les gens aussi, quand ils voient Ouais. un fameux nid de fourmis, tu sais, vraiment que la plupart des gens s'en rendent pas compte à quel point un nid de fourmis, c'est quelque chose. société, C'est une mais société, c'est ça. c'est ça. C'est vraiment comme une mini-ville avec... fait que j'aurais tendance à penser que les hyménoptères seraient le groupe où il y a le plus de Ça de définit sociétés. l'ordre aussi de Mhm. vivre en société chez les hyménoptères, je pense. Là. Ah ouais, OK. Donc, c'est ce qui définit un peu cet ordre-là, contrairement aux autres ordres d'insectes qui sont plus grégaires un peu. Donc, mettons, les fourmis sont capables de vivre ensemble. On a des abeilles aussi, des guêpes, des frelons aussi. Mais il y en a aussi qui sont capables de vivre seuls. Mettons, il y a des guêpes solitaires qui existent, qui font leur vie dans leur coin, puis qui ne sont pas en société. Donc, moi, ce que j'avais noté, tu me diras si je me trompe ou pas, mais c'est qu'il y a 6 stades de socialité. Donc, il y a les animaux qui sont tout seuls, donc qui vivent leur vie tout seuls dans leur coin. Donc, ça, c'est les insectes solitaires. Ensuite, il y a les grégaires, donc par exemple, ceux qui se regroupent, on en a parlé tantôt. Il y a les insectes subsociaux aussi, donc qui sont capables de s'occuper de leurs jeunes. Il y a les insectes coloniaux, donc où ils se rejoignent dans un même endroit pour soigner leur progéniture. Ensuite, il y a les insectes communaux et les insectes eusociaux, donc la vraie socialité. C'est quand même assez impressionnant de se dire que les insectes, dans l'évolution, ils sont capables vraiment d'avoir différents grades de socialité. Donc, donc là, nous, vraiment, on va se concentrer sur eusocial, donc les insectes vraiment sociaux. Puis, ce qu'il y a dans ces groupes-là, c'est vraiment la division du travail. Donc, il y a différents métiers aussi. Mhm. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de ces métiers-là qu'ont les insectes Ah oui, dans le monde des insectes, on appelle ça des castes. OK. En fait, donc chaque métier serait un caste. Les plus communs qu'on connaît, je pense, la reine. Donc, Ouais, c'est comme la la reine, base bien sûr. de la plupart des colonies d'insectes qui ont des sociétés découlent d'une reine qui est comme le chef de la Le chef grande... suprême, c'est exactement, c'est elle qui dicte tout. Donc après ça, cette reine-là va avoir des ouvriers ou des ouvrières qui vont s'occuper d'elle, qui vont s'occuper de la progéniture, donc qui vont s'occuper de nourrir les larves, par exemple, des choses comme ça. Selon les types d'insectes, il va y avoir aussi parfois des castes qui vont être des soldats, donc vraiment spécifiques à la défense de la colonie. Donc, si on se fait attaquer, eux, leur rôle, c'est Avec des grosses mandibules. advienne que pourra, mais ils vont donner leur vie pour la colonie. Il y en a d'autres que ça va être par exemple, chez les différents types d'abeilles, tout ça, on les appelle les éclaireuses ou les butineuses. Donc, eux, leur travail, c'est vraiment d'aller chercher de la source de nourriture, d'aller dans l'environnement, de chercher la source de nourriture, mais aussi on va en parler probablement tantôt, mais aussi de dire aux autres où est cette source de nourriture-là. Donc, c'est pas mal les principaux que j'aurais en tête. Peut-être que j'en oublie, mais... Mais en tout cas, c'est pas mal ça. Vraiment, ça se caractérise par tous les métiers vraiment qu'il y a de différents. Comme notre société humaine un petit peu. Chacun a différents métiers, puis c'est l'ensemble qui forme une cohésion, en fait. Donc, je vous propose qu'on commence à répondre aux questions des enfants, si ça vous va, bien sûr. C'est un peu le but de ce balado. Donc, la question principale qu'on se pose, c'est pourquoi il y a des insectes qui vivent ensemble
et il y en a d'autres qui ne vivent pas ensemble. Donc ça, c'est vraiment la grosse question. On y a un peu répondu déjà sur le fait qu'il y a certains avantages, il y a certains inconvénients. Moi, ce que j'avais noté aussi, c'est que l'un des gros inconvénients de la vie en société, c'est que l'hygiène aussi, enfin le fait que il y ait des parasites qui se développent beaucoup plus, ça se voit par exemple dans une salle de cours, je sais pas, il y a un ami qui commence à tousser, comme par hasard, 2 jours plus tard, tout le monde tousse. Donc c'est ça, et j'imagine que c'est à peu près la même chose aussi dans les sociétés d'insectes. Plus on est serré, plus on peut développer des maladies, Mhm. c'est ça? Oui, tout à fait. Puis tu sais, c'est assez connu dans le monde de l'entomologie qu'il y a certains groupes d'insectes. On pense, un des plus connus, c'est les abeilles, Ouais. par exemple, qui ont beaucoup de problématiques associées, que ce soit à des parasites, des acariens, qu'on pense au varroa, on pense ils ont plein de virus qui, comme nous, là, il y a une abeille qui ramène un virus dans la colonie, puis tout le monde tombe malade, puis ça empêche la survie à long terme, ça empêche de passer l'hiver. Donc, oui, effectivement, c'est un des inconvénients. Mais aussi, les insectes, eux, sociaux, ont quand même développé beaucoup de mécanismes pour contrer un peu, c'est ça, d'être capable de s'il y a un parasite, d'être capable de soit résister, le combattre, ou même juste d'être prêt à sacrifier une partie de la colonie, ou de juste la reine va partir, ou des choses comme ça pour aller partir de nouvelles colonies. Donc, tu sais, moi, je vais dire la colonie en tant que telle, c'est comme un peu... elle travaille juste pour, comme on l'a dit, la reine. C'est la reine qu'il faut qu'il survive C'est ça. à Qui tout assure ça. la reproduction. C'est priorité numéro 1 dans Mhm. la colonie, c'est la reine, donc soit fourmi, soit abeille. Sur la gestion des parasites, là, je disais que dans les rôles qu'on voyait tantôt, là, s'il y avait des fluctuations dans les parasites, justement, il allait avoir des individus qui allaient gérer tout ce qui est mortalité pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'acariens qui se mettent à proliférer dans les corps morts, si on veut. Fait qu'ils faisaient la gestion de ça, ils les éliminaient le plus vite possible parce que sinon, ça montait en flèche. Puis, tu sais, nous, à la Maison Provencher, on a plein d'insectes vivants qu'on peut présenter aussi. Puis on fait la gestion d'une espèce d'environnement qui est rempli d'immenses coquerelles. Oui. Et si on laisse aller les individus qui décèdent, c'est pas trop long qu'on voit les acariens proliférer là-dedans. Mhm. Fait que c'était le fun de faire le parallèle avec la gestion de ça dans la société d'insectes. Totalement. Puis on aura aussi un épisode qui va concerner les champignons. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui peut se reproduire assez facilement chez les insectes sociaux. Puis dans la même continuité de ce que tu disais, il y a aussi des castes, donc des métiers spéciaux qui concernent en général les vieilles ouvrières, donc chez les abeilles ou chez les fourmis, qui sont vraiment chargées de nettoyer la colonie. Donc si par exemple il y a un insecte qui malheureusement décède, elle va la prendre avec ses petites mandibules, puis elle va l'envoyer le plus loin possible de la colonie pour éviter de contaminer le reste. Donc je trouve c'est vraiment intéressant là, toutes les évolutions, les adaptations qui ont été faites. Il y a plein d'autres exemples sur les différentes adaptations. Et pourquoi en fait, est-ce que il y a aussi des avantages à vivre tout seul? C'était aussi la deuxième partie de la question, parce qu'on en a cité quelques-uns, mais est-ce que tu en vois d'autres? En fait, oui, il y en a plusieurs. Puis c'est un peu, on peut faire le parallèle à l'inverse pour c'est quoi l'avantage des colonies versus, par exemple, les insectes qui vivent tout seuls ont le potentiel de se développer souvent beaucoup plus rapidement. Oui. Donc, on va avoir un cycle vital qui est plus rapide. Donc, puis ils vont pouvoir se développer dans des environnements où il y a moins de sources de nourriture, par exemple. Donc, si, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple, un coléoptère qui se nourrit spécifiquement d'une graine de mauvaise herbe, s'il n'y en a pas tant que ça dans l'environnement, c'est sûr que d'avoir 10 000 individus, ça prend plus Ça pire la ressource. C'est un ça, peu. la ressource devient plus... Puis, c'est ça. Donc, à l'inverse aussi, une colonie, c'est ça, ça prend une source de nourriture Ouais, qui c'est est ça. vraiment importante pour soutenir une colonie. Puis souvent, les colonies vont se développer moins rapidement. Les cycles vitaux de ces insectes-là vont être... Donc, ça leur prend plus de temps. Donc, tout ça. Là, on va sûrement en parler tantôt, mais aussi toute la question de la reproduction. Oui. Les insectes qui vivent seuls, vu qu'ils vivent seuls pour se reproduire, souvent vont avoir à se trouver un partenaire, ce qui va faire une reproduction qui est sexuée, Oui. qui est mieux, souvent,
génétiquement c'est ça, parlant. plus On diversifié pourra en en parler tout cas. tantôt, ça diversifie ton bagage génétique comparativement à des colonies qui souvent, principalement, la reproduction va être asexuée, ce qui fait qu'on a parlé des maladies, tout ça, mais tu as un génome qui est toujours sensiblement le même. Ouais, ouais. Et s'il y a une nouvelle maladie ou autre, puis que tu as une faiblesse par rapport à ce décime, virus-là tout. ou autre, ben, C'est tu n'as sûr. pas la capacité de t'adapter aussi rapidement ou tu n'as pas d'individus qui vont être adaptés versus des insectes qui sont seuls. Ben, eux, ils ont une diversité génétique qui est plus grande entre en différents individus de la même espèce. Ben justement, puisque tu en parles, on va parler de la reproduction de ces animaux-là, de ces insectes. On a une autre question d'un ami qui nous demande comment se reproduisent les insectes en société. Alors, on a parlé tantôt qu'en général, il y avait un seul individu reproducteur ou plusieurs, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. C'est vraiment la deuxième complexité des insectes qui vivent en société. Donc, la reine, en fait, comment est-ce qu'elle se reproduit? Si on prend l'exemple, je ne sais pas si tu avais un exemple préféré entre les fourmis, les abeilles, tout ça. Bon, on peut parler des abeilles. Allez, je te suis. C'est quand même un cas qui est, selon moi, vraiment, vraiment fascinant, là. C'est que la reine va pondre des œufs. Ouais. Puis dans le fond, la reine va s'être accouplée avant, dans un vol nuptial, tout ça, va avoir acquéri les spermatozoïdes de plusieurs mâles durant le vol. Puis elle retourne avec ce bagage-là de spermatozoïdes en elle, puis va créer une nouvelle colonie. Donc à ce moment-là, quand elle crée sa colonie, elle va se mettre à pondre des œufs. Puis selon qu'elle va féconder les œufs avec le spermatozoïde ou non, donc c'est elle qui décide selon Elle va les choisir. selon les signaux de l'environnement, si elle dit moi j'ai besoin d'ouvrières. Donc les premiers œufs qu'elle va faire, ils seront pas fécondés, puis ils vont donner non, c'est pas vrai, ils vont être fécondés, pardon, c'est ça, c'est l'inverse pour c'est ça qui est comme complètement capoté. C'est que les œufs fécondés vont donner des femelles. Donc tous Oui, les c'est œufs ça. qu'elle va féconder vont donner des individus femelles qui vont principalement être des ouvrières, celles qui vont aller butiner, tout ça. Mais si elle a besoin de mâles, par exemple, à un certain moment pour prévoir la prochaine saison, tout ça, ben là, elle va faire des œufs qui ne seront pas fécondés et qui vont donner des mâles. Donc, c'est vraiment... Rendu là, c'est une reproduction qui est asexuée. Donc, le mâle possède en fait la moitié, est comme un clone, un demi-clone Ouais, c'est ça. de la reine. Donc, C'est vrai. il y a le même bagage génétique que la reine, mais la moitié des En chromosomes. moitié, c'est ça. Ah, c'est vraiment incroyable. C'est comme s'il y avait comme des demi-personnes, des Mhm. demi-animaux. C'est un peu difficile à... Ah, c'est difficile à saisir, là. Ouais, c'est ça, là. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Puis je pense que ça a un nom, si je me trompe pas, c'est la parthénogenèse. Exact. Et il y a beaucoup d'insectes qui sont capables de faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se reproduire tout seuls. Mhm. Donc, il y a quand même beaucoup d'insectes qui sont capables de faire les deux. Je sais pas s'il y a que des insectes qui sont capables de faire de la parthénogenèse. Je me suis pas assez renseignée là-dessus. Mais... Il y a des espèces de phasmes, Ok. des insectes bâtons, qui ne font que se C'est que reproduire ça. par de la parthénogenèse. Donc, c'est que des femelles, en fait. Oui, où Wow. on n'a pas encore vu de mâles, Ok. la science connaît pas l'existence des mâles, qui pourraient peut-être arriver une fois de temps en temps selon des signaux environnementaux vraiment, vraiment précis. Mais il y en a des espèces qu'on ne voit que des femelles qui sont Wow. tous des clones, Ouais, 100% c'est ça. identiques, le même génétique. Les pucerons, par exemple, quand on voit une Ouais. colonie de pucerons, la plupart des pucerons qui sont dans une colonie de pucerons vont être des clones de la femelle qui Ok. est arrivée. Oh, c'est intéressant, ça. Tu parlais des abeilles. Moi, je me suis vraiment renseignée sur les fourmis. Je sais pas si toi, t'as recherché Un peu ça sur les petit fourmis, peu. oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Vas-y, je vais te laisser y aller. Allez, j'embarque sur les fourmis. Les fourmis, c'est légèrement différent que par rapport aux abeilles. En fait, les fourmis, déjà, la reine fourmi se fait féconder seulement par un seul mâle. Puis le mâle meurt tout de suite après. Au moins, comme ça, il y a... Il y a rien d'autre là, il meurt. Puis la fourmi, en fait, elle va aller fonder une nouvelle colonie ailleurs. Puis moi, ce que j'ai trouvé fou chez les fourmis, c'est que le temps dit le sexe un petit peu de ses œufs. Donc au début, ça va être des ouvrières parce que c'est là où il y a vraiment besoin d'avoir des ouvrières dans le fond. Puis après, à la fin de la saison, donc plus au mois de mai, c'est le temps de la reproduction. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être plutôt des mâles
donc on en a parlé un petit peu dans le premier épisode des insectes, que la présence des ailes était assez controversée. En général, nous, ce qu'on dit, c'est que les fourmis, elles n'ont pas d'ailes. Mais en fait, les seuls individus qui ont des ailes chez les fourmis, ce sont les mâles et les reines. Et donc, ça peut aller très, très vite. Hein, la formation d'une fourmilière, ça va extrêmement vite. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça peut pondre plusieurs milliers d'œufs par jour. Hein, c'est Oui, ça? oui, tout à fait. Ouais, c'est fou. Puis ça prend environ 3 à 6 ans pour faire une vraie fourmilière. Donc c'est pour ça qu'en général, les insectes qui vivent très très longtemps, c'est dans ces sociétés-là. Waouh! Puis quand on parle de faire des milliers d'œufs par jour, on parlait de la nourriture tantôt, c'est de l'énergie. Ça fait que ça en prend de la Faut aller nourriture chercher ça, là. pour subvenir à une reine qui pond des milliers d'œufs par jour. C'est comme impensable là, de s'imaginer que... C'est un peu un cycle infernal. Là, ça me prend énormément d'individus pour aller chercher tout ça, mais tous ces individus-là doivent se nourrir aussi. Donc, ouais. C'est une vraie organisation. Hein. Puis Je vais rebondir, excuse-moi. Non, excuse-moi, mais là, c'est parce que je le vois là. Puis j'avais lu quelque chose, puis j'en ai parlé vraiment pendant 2 heures dans les bureaux. Pascal pourra le dire. La reine abeille, elle va pondre des œufs. Donc, elle va pondre un œuf par alvéole pendant 4 à 5 ans. Puis au bout d'un moment, elle se rend vieille, forcément. Puis elle va se tromper. Puis c'est à ce moment-là que les ouvrières vont se dire « Attends, mais là, il y a un problème. Elle a pondu 2 œufs au lieu d'un seul. Donc, peut-être que ce sera le temps de l'écarter. » Et c'est vraiment une forme d'intelligence, en fait. Puis qu'est-ce qu'ils font pour faire une nouvelle reine? Ils la nourrissent différemment, c'est ça? Exact, ils vont nourrir les larves avec de la gelée royale. Les larves nourries à la gelée royale vont donner des reines. C'est malade. C'est toute une gestion de société. Notre société, on s'est-tu inspiré de non, mais c'est fou, là. C'est un monde hallucinant à voir, les insectes. Mais est-ce qu'on peut parler d'intelligence, justement, dans ce genre de société? Est-ce que c'est une intelligence collective? Je vais me prononcer. Je pense que oui. J'aurais tendance à penser qu'il y a une certaine forme d'intelligence. Puis quand on pense à tous les moyens de communication qu'ils ont développés, que ce soit pour cibler où la nourriture, tout ça, on va probablement en parler tout à l'heure, mais c'est quand même... J'aurais tendance à penser que s'il y a une forme d'intelligence derrière ça, puis il faudrait juste définir... c'est quoi l'intelligence? Ça dépend c'est quoi l'intelligence, mais j'aurais tendance à me dire que oui, il y a une certaine forme d'intelligence dans tout ça. Mais justement... C'est tellement un travail de gestion. C'est justement de dire que c'est pas intelligent. Je sais pas, mais encore là, c'est de définir l'intelligence. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui dérogent non plus dans la colonie. Non, c'est la dictature parfaite. Mais on va en parler d'ailleurs, hein, c'est un sujet d'un prochain balado, l'intelligence des animaux. Puis d'ailleurs, ça a été prouvé que les abeilles étaient en fait assez intelligentes. Il y a des études qui ont été faites où elles étaient capables de résoudre des problèmes assez compliqués. Puis, il y avait aussi une autre question d'un ami qui était... on parlait justement donc, des fourmilières, des ruches. Et la question, c'était en quoi sont faits les nids de guêpes? Et donc, le petit fun fact, c'est que cette question-là, on me l'a posée en camp, justement. Donc, il y a un ami qui est venu me voir en me disant « Ouais, pourquoi ils sont tout... on dirait du papier. Est-ce qu'ils sont vraiment faits en papier ?» Donc, c'était ça la question de base. Et c'est une question qui revient dans la merveilleuse animation scolaire, les insectes. C'est vrai. Les gens nous posent souvent, les enfants nous posent souvent cette question-là aussi, parce que c'est à leur portée. Tout le monde a vu un nid de guêpe. Ouais. Donc, tu vas pouvoir répondre à la j'aurais tendance à dire que oui, c'est du papier. Ah ouais? Ouais. OK. Parce que si on constate que du papier, c'est fait avec du bois, de la fibre de bois qu'on transforme chimiquement. Pas du papier d'imprimante, mettons. Ouais, c'est pas ça. Ouais. Non, mais en même temps, c'est pas loin. C'est les mêmes produits. Ouais, c'est ça, c'est pas loin parce qu'en fait, que les insectes qui font ces guêpes-là, ce qu'ils font, c'est qu'elles vont aller gruger des surfaces de bois. Puis souvent, on peut le voir sur des poteaux. Souvent, on le sait pas, mais quand on voit une petite ligne, comme si quelqu'un avait gratté avec son ongle sur un poteau en bois ou un vieil arbre, tout ça, c'est ça, c'est une guêpe qui est allée chercher avec ses mandibules, avec ses mâchoires, là, croquer du bois.
elle va mastiquer ça, elle va faire vraiment une pâte avec ça, le mélanger avec sa salive. Puis après ça, ça donne comme une pâte qui est malléable. Puis avec ses pattes, va amener ça justement sur une branche quelconque, va aller commencer à faire un nid. Puis petit à petit, c'est ça, ce nid de guêpe-là, eux, ils rajoutent tout le temps une petite ligne, une petite ligne. Ouais, c'est ça. Puis là, quand à un moment donné, ça commence, un nid de guêpe, ça commence tout petit. Une Puis il y a petite des balle de couches, golf c'est ça, il y a des jusqu'au gros banc. couches Ouais, qui on se voit ça. rajoutent, tout ça. Donc, c'est vraiment... J'aurais tendance à dire que c'est vraiment du papier. Du papier mâché, un petit Ouais, peu, en c'est fait, ça. dans le fond. Pour le forestier que je suis, je te dirais que c'est pas mal le même procédé que c'est quand fou, on hein. fait du papier. On ajoute des produits chimiques pour blanchir, puis pour que la pulpe soit plus malléable, mais sinon, c'est pas mal la même chose. Hein. Wow. Ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement aux abeilles qui font les alvéoles en cire, les guêpes sont incapables de faire de la cire. Donc, même les alvéoles à l'intérieur, parce qu'il y a des alvéoles à l'intérieur d'un nid, vont être faites aussi en papier. Mais d'ailleurs, je rebondis un petit peu sur les alvéoles. J'ai vu, en faisant mes recherches, que c'était vraiment la structure la plus parfaite pour faire des aussi gros nids, en fait, parce que c'est stable, parce que ça permet de stocker le maximum d'œufs à l'intérieur, parce que si ça avait été des cercles, par exemple, ça aurait été beaucoup plus complexe de faire autant d'œufs. Il y aurait eu des espaces. Oui, c'est ça, il y vides. aurait eu des espaces. Puis là, en fait, l'alvéole, à moins que ce soit des carrés, mais les carrés, ça prend plus de place, les alvéoles, donc en forme d'hexagone, c'est vraiment la structure la plus parfaite. Donc là, encore une fois, est-ce que c'est pas une forme d'intelligence aussi ou de l'évolution de se dire, attends, ils ont quand même créé la forme la plus parfaite pour stocker le maximum de choses. C'est quand même... Dans leur casque, ils ont des Ouais. architectes. Là. Ouais, c'est ça, C'est ouais. fou là, Ils sont de des voir petits ça comme ça. architectes. Puis je mets les gens au défi, si vous trouvez un nid de guêpe, on va dire en hiver, là, pour ça, il n'y a pas de danger. Là. Mais Ne commence pas à tuer nos amis, là. c'est à l'échelle d'une petite guêpe, c'est tout petit, mais si vous le défaites, il y a une résistance. Là. Quand justement on arrive aux alvéoles, c'est assez dur, là. C'est fort et c'est construit avec des petites mandibules de guêpe. Pour autant, c'est super léger. Oui, aussi. Ça, super léger, c'est hydrophobe. Oui, ça a plein d'avantages. Puis, est-ce que ça grossit vite un nid de guêpe? Quand même. Ouais. J'avoue que, parce que tu sais, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de nid de guêpe, à un moment donné, C'est ça, un nid ouais, de guêpe. ça arrive. Donc oui, tu sais, du moment où la colonie est rendue, tu sais, au début, ça commence avec quelques individus, mais plus la colonie grossit, mais plus ça met la main à la pâte, puis il y a des gens qui vont, des guêpes qui vont se mettre en phare. Donc, à un certain moment donné, plus la colonie est grosse, puis plus ça va vite de construire c'est la même chose pour un nid de fourmis. Ça commence tout petit, mais quand tu es rendu à des dizaines de milliers, on va dire, d'individus, ça en fait du monde qui travaille c'est dans... ça. C'est à force du nombre. Mhm. là, ça. Puis, il faut de plus en plus de place aussi pour loger tout le monde, pour s'assurer que tous les œufs aient une petite place aussi. Et je reviens aussi sur ce que tu disais sur les nids d'abeilles. Tu disais que c'était pas du papier, c'était de la cire. Et comment est-ce que les abeilles elles fabriquent de la cire? C'est une bonne question. Ouais. Je sais pas. Est-ce que comme ils ont besoin d'aller comme chercher des choses dans les fleurs peut-être pour c'est peut-être ça. Je sais vraiment pas, mais je pense qu'il va falloir que je m'informe après. Mais je sais pas comment c'est fait. Puis j'ai jamais entendu dire que les abeilles allaient chercher des matériaux pour, Ouais, c'est ça, pour c'est- faire la cire. Donc probablement que c'est interne à... Elles ont peut-être quelqu'un des l'a- glandes. Ouais, c'est ça. J'aurais tendance à penser que c'est ça. Parce C'est que... des glandes. C'est des glandes. Je l'ai lu, c'est des glandes, je peux pas aller plus loin que ça, mais effectivement, c'est des glandes qui sécrètent cette cire-là, dans le fond. Ok. Donc C'est vraiment propre à cet insecte-là de produire de la cire. Ok. Donc ça encore, c'est une différence. On parlait dans un ancien épisode des hyménoptères en général. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment différentes familles d'hyménoptères, que chacune n'a pas du tout la même façon de construire un nid, que chacune n'a pas la même façon de se nourrir non plus. C'est pour ça que les insectes, c'est fascinant, là, on va se le dire. Là, c'est tellement complexe, puis à la fois tellement intéressant. J'avais aussi une autre question. Celle-là, je pense que c'est une de mes questions préférées. C'est est-ce que les insectes communiquent entre eux? La réponse est oui, certainement. De différentes façons. Il y a plein d'exemples des antennes. Par exemple, les fourmis vont se frotter les antennes. Puis on sait pas... On a encore de la difficulté à savoir exactement comment
comment ça fonctionne, puis à quel point ils sont capables d'être précis dans leur communication, mais ils sont vraiment capables de se dire des choses quand même pas juste « je suis une fourmi ». Là. Il y a un message qui est livré. Il y a, puis on pense il y a aussi juste les mouvements, les abeilles. C'est comme un cas assez connu que une butineuse qui trouve une source de nourriture. Là, je pense que si elle est à l'intérieur de 100 mètres, l'abeille va faire des ronds. Danse, Ouais, c'est-à-dire que si elle est à plus de 100 mètres, ça va être des vibrations. Puis si c'est à plus de 100 mètres, je pense aussi qu'elle va faire un 8. Puis la position du 8 par rapport au soleil va donner la direction pour les autres butineuses vers où partir. Donc, c'est quand même... C'est de l'information qui est précise. Quand on parlait d'intelligence tantôt, c'est sûr que c'est difficile à définir pour un insecte, mais ça prend une forme d'intelligence pour réussir à envoyer tous ces signaux-là, puis à communiquer comme ça, puis à donner des informations précises pour assurer la pérennité de la colonie. Là. C'est fou, là. J'essaierais de vous expliquer de trouver un bouquet de fleurs à 100 mètres d'ici. Probablement que... On se perdrait, on en perdrait ça quelques-uns. prendrait un petit peu plus de temps. Là. Eux, ils vont tout de suite l'avoir. Puis il y a tout aussi la communication chimique. Donc, les insectes vont faire beaucoup de phéromones, que ce soit des phéromones d'agrégation. Donc, Les odeurs, mettons, c'est ça. venez ici, il y a de la nourriture. Donc, puis là, on parlait des fourmis, les chemins. C'est pas pour... Je sais pas si on allait en parler tout à l'heure, mais les chemins que les fourmis font. On peut en parler, justement. Okay. Ouais. Toutes les odeurs, c'est beaucoup, beaucoup ça. Puis, un même insecte peut faire des phéromones ou des volatiles qui vont dire viens ici. Ça peut être aussi ne venez pas ici. Ça peut être danger. Ça peut être nourriture. C'est ça. Ça fait que c'est vraiment, vraiment complexe la communication. Puis, je pense pas qu'on saisit bien encore. La science n'a pas encore découvert tous les. C'est sûr. C'est ça. Toutes La les science est subtilités. évolutive. Fait qu'on n'arrête pas de découvrir de nouvelles choses aussi. Peut-être qu'on va trouver de quoi de... Ouais, c'est encore ça. plus fou que ça. Peut-être que dans un an, on refera ce balado-là, puis en fait, on aura un discours complètement différent parce que la science avance tellement vite dans ce sujet-là que tout change très, très rapidement. Puis, on parlait donc des phéromones. Donc, pour ceux qui nous écoutent, les phéromones, c'est comme des odeurs un petit peu. C'est vrai que les insectes sont pas capables de parler comme nous, on est en train de le faire. Donc, ils sont obligés d'utiliser des odeurs. Et moi, il y a quelque chose où, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, là, encore une fois, j'en ai parlé pendant 10 heures dans le bureau. Bon, j'exagère un peu, mais bon, pas loin. On a des belles journées. Oui, c'est ça. On parle beaucoup. C'est les phéromones modificatrices. Donc, c'est la reine qui sécrète ça. Et puis, ces phéromones, donc ces odeurs-là, dans un rayon particulier, ça inhibe, donc ça interdit le développement des ovaires des autres femelles pour éviter justement qu'elles puissent se reproduire. Donc ça, c'est encore une fois la preuve que la reine, c'est la toute-puissante dans la colonie. C'est incroyable. Tu parlais qu'ils peuvent pas se parler, mais en réalité, ils font beaucoup d'insectes qui font des sons. On pense aux grillons, oui, c'est vrai. aux criquets, des trucs comme ça qu'on entend facilement la nuit, qui sont clairement des appels souvent pour la reproduction. Donc, le mâle ou la femelle, selon les espèces, va appeler un conjoint pour dire je suis prêt à me reproduire, venez me rejoindre. Donc, il y a quand même la communication aussi qui se fait par les sons. Ouais, c'est pas des insectes, mais j'avais entendu justement sur les araignées qui vont tapoter leurs abdomens sur les feuilles pour produire des sons et faire une séquence. Et si le partenaire est de la même espèce, il va continuer la séquence. Ça va donner l'information à l'autre araignée de « Ah, c'est de mon espèce, je peux me reproduire. » C'est de la communication quand même relativement poussée, là. Des si petits êtres. Ouais, c'est vrai. Là. Mais, en fait, c'est ça, ils ont évolué, puis leur évolution, ça leur permet vraiment de se comprendre. Donc, on a parlé un petit peu c'est ça, donc des métiers qu'ont les insectes. Il y en a vraiment énormément. Hein. C'est une société très, très complexe. Puis, on n'a pas parlé forcément de la taille que peut faire une colonie. Est-ce que vous avez des exemples de grosses colonies d'insectes vraiment impressionnantes, de grosses socialités? Moi, je vais vendre la mèche parce que c'est toi, aujourd'hui, qui nous parlait de ça au bureau. Et au début, je me suis dit,
Elle s'est trompée. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on est dans l'ordre de milliers de kilomètres. Et là, j'ai fait non. Puis finalement, les sources disaient que oui. Et c'est assez fou. Vers la taille d'un pays complet, les termites, justement, les termitières. Mais on en parlait au début de cet épisode-là, comment ça s'appelle, les dômes, en fait, de termites. C'est de la terre, en fait, c'est ça. C'est une sorte de terre agglomérée, puis ça forme des gros dômes qui peuvent parfois facilement dépasser un humain, là. Donc, c'est ça qu'on a vu au Brésil, là. Même, apparemment, ce serait visible sur les satellites. Ah ouais, OK. Ouais, c'est Je savais vraiment, pas, c'est c'est intéressant. vraiment fou. Ah ouais. Puis, est-ce que tu sais quelle est la plus grande colonie d'insectes au monde? Non, je ne sais pas. Je vais te le dire. C'est une colonie de fourmis. Et donc, c'est une espèce particulière de fourmis qui a tendance vraiment à s'associer avec plusieurs autres colonies. Donc, en fait, il y a plusieurs reines qui gèrent cette super colonie. C'est ce qu'on appelle une société polygyne. Donc, gyne qui veut dire femme et poly qui veut dire plusieurs. Donc, plusieurs reines qui gèrent un petit peu tout ça. Et je regarde mes notes. Elle s'étend sur 6000 kilomètres du nord de l'Italie jusqu'en Espagne. Donc, ça fait quand même une grande partie de l'Europe. Et donc, c'est des fourmis qui sont envahissantes, des fourmis d'Argentine. Donc, ça... Puis est-ce que chacune de ces reines-là, est-ce que, mettons, le nid communique? Là? Ouais. Les chambres communiquent toutes entre elles, mais c'est ça, c'est différent. J'ai lu un peu de ça aussi, c'est différentes reines, mais ils sont toutes reliés ensemble. Par des chemins de phéromones. Ouais, je savais même pas. C'est incroyable. On parle que la bibite comme telle fait pas 1 centimètre de long. Y avait-tu évalué combien il pensait qu'il y avait combien de fourmis au total? Je pense que t'es pas prêt au nombre, là. C'est 200 millions. Ouais, j'en doute pas, là. 200 millions. Est-ce qu'on pourrait trouver peut-être une ville à peu près où il y a 200 millions de personnes Je suis pas bon en géographie, par exemple. Moi, même plus. Entomologie. Mais c'est quand même fou. Je pense que c'est plus que la population du Québec. Ah oui. Donc, c'est assez Énormément incroyable. plus. Oui, c'est beaucoup. Donc c'est ça. C'est des énormes colonies, des super colonies. Donc, on a cité les termites, puis on a cité aussi les fourmis. Donc là, c'est sûr que c'est plus facile parce que c'est sous terre, en fait. Donc, c'est sûr que ça limite un peu quand t'es une petite guêpe et que tu veux te faire un nid. En général, il fait rarement plus que la taille de la pièce, là. La dernière question qu'on avait, donc c'était quelles sont, c'est ça, les plus grosses... non, c'est ça. C'est pourquoi il y a des reines, mais il n'y a pas de roi. C'est une bonne question. En fait, c'est principalement parce que c'est elle qui... Les insectes seraient la plupart des insectes, on va dire la plupart dans le monde des insectes, on ne peut jamais dire tout parce que ça marche jamais. C'est ça. Mais c'est ça, la plupart des insectes vont naître à partir d'un œuf. Donc, ça prend une femelle nécessairement pour avoir... Et comme beaucoup de ces insectes sociaux-là vont avoir une portion de leur reproduction qui va être asexuée, donc nécessairement, ça passe par le sexe qui pond les œufs, donc la femelle. Donc, effectivement, il n'y a pas de... Puis j'ai même regardé s'il y avait des insectes sociaux qui étaient dirigés par des mâles. Puis j'ai rien trouvé. Donc, tous les insectes qui forment des sociétés sont vraiment dirigés par des reines. Ce qui est quand même... Moi, je me serais attendu... Quand j'ai posé la question, quand j'ai cherché, je me serais attendu à avoir au moins un exemple. Non. Non, zéro. Mais c'est là, en fait, on voit l'importance de l'individu reproducteur dans ces sociétés-là. C'est que c'est tellement important qu'elle est mise au rang de reine, en fait. L'individu à protéger absolument. Je sais pas, on a tous déjà vu des vidéos d'apiculteurs qui essayent de sauver des essaims, puis qui doivent absolument fouiller dans toutes les abeilles par terre pour chercher la reine. Oui, la reine. Et toutes les abeilles vont la suivre, en fait, dans la ruche. C'est fascinant. Alors, j'ai quand même trouvé un cas pour un peu remonter le moral des mâles, qui est, je pense que c'est les termites, que le mâle va rester, le mâle reproducteur va rester associé à la reine. Donc, il va rester avec elle pendant le temps, un certain temps pour donc lui, on pourrait dire comme un peu un roi.
C'est Un ça. peu. C'est ça. Il participe un petit peu, mais C'est ça. Il sort les poubelles. c'est ça. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces questions. Je trouve qu'on a super bien répondu à Ouais, ces quand questions. même. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous partager, Pascal puis Jean-Philippe, sur ces sociétés, si vous avez regardé des études, si vous avez, pareil, des fun facts sur le sujet? J'allais te faire Non, ça. non, c'est pas... On a parlé de beaucoup de choses. Oui, c'est ça. On a quand même couvert, c'est ça, une bonne partie de ce qu'on pouvait dire sur les sociétés. Mais moi, j'avais lu, tu sais, on parlait de société puis de désavantages des fois, puis on était vraiment là, sur les parasites, tout ça. Il y a dans l'Est du Canada une coccinelle qui est un peu, qui n'est pas en société, mais qui vit, comme on disait, là, qui fait En des brigade, groupes c'est ça. à la fin, qui, elle, se fait parasiter. C'est comme on voit là, un peu le cordyceps, là, un peu dans ce genre-là. Puis comme ils sont en grosse colonie, ben, le parasite vient vraiment l'attaquer. C'est une petite, justement, une petite guêpe, si je ne m'abuse, qui la pique. Et pendant tout ce temps-là, la coccinelle elle reste en vie. Elle se fait manger littéralement par la larve qui fait sa métamorphose, sort, puis la coccinelle réussit à survivre. Puis après, elle va défendre la guêpe. Donc c'est fou. Là. Puis là, je suis tombé sur plein d'animaux qui pouvaient être zombifiés, si on veut, comme Ouais, ça, un peu. c'est un monde. Hein. C'est tout un monde, le parasitisme. Là. Un autre On sujet pourrait de faire un podcast. sujet de Oui, c'est podcast, le parasitisme. C'est Mhm. assez fou. Mais c'est un désavantage, des fois, de la colonie. Là, tous les individus sont au même endroit. Donc, Oui. quand ça rentre dans une colonie, ben, ça peut aller pour Malheureusement, tous en les individus. général, ça décime une grande partie de la colonie. Bon, après, sur 200 millions, j'imagine que il y a toujours moyen Il y a un de... pourcentage de perte tolérée. Ouais, c'est ça. 10% de pertes en C'est ça. général. Puis, justement, tu parlais du cordyceps. Je pense que ça parle pas forcément à tous nos amis qui nous écoutent. Donc, peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu, justement, que ça touche les fourmis, Mhm. puis que c'est un champignon qui se loge. Donc, c'est les spores, donc comme les graines des champignons, qui se logent dans le cerveau de la fourmi. Puis, ça commande la fourmi pour se dire, là, il va falloir que tu ailles planter tes mandibules en haut d'une énorme feuille, puis que tu restes à cet endroit-là tant que je me développe, puis que je refasse d'autres sports. Pour favoriser, en fait, la dispersion des spores. Donc, Plus c'est haut, plus ça va loin. Et donc forcément, en général, ça touche beaucoup d'individus de la même colonie, parce que la pauvre fourmi qui se balade, elle dépose des phéromones, on en a parlé tantôt, donc ça attire forcément les autres autres sur la le même suivent. chemin. Puis là, quand ils se développent, c'est ça contamine beaucoup plus d'insectes. Ça aussi, c'est vrai qu'on devrait en parler dans un prochain balado. Ouais, on le se note ça dans parasitisme, le ouais, coin de la ça serait tête. super intéressant. Moi, j'avais un petit jeu pour vous. On Oui. va jouer au juste kilomètre. Ok. Donc, c'est deviner combien une abeille peut voler en une journée pour aller chercher le maximum de plantes à polliniser. On parle de kilomètres. Ouais, on parle de kilomètres. j'aurais Tu veux, on peut tendance le faire à en... dire 10. Ouais, c'est plus. C'est plus que 10? Eh oui. Ah, moi, je serais en dessous de 10. Je vais faire Price is Right 11. Eh, c'est plus. Non, c'est plus, c'est plus. 50. C'est plus, C'est plus que 50. c'est plus. OK, pour les enfants qui sont ici, c'est comme si on traversait le pont de Québec, on allait Saint-Nicolas, on dépassait, ça arrive sud loin, là, donc je veux dire, je sais pas, 75? Plus. Beaucoup plus, on se Eh, rapproche. là, vous êtes à la ramasse un petit peu. Il faut aller Ah plus oui? loin, là. Ah oui, oui. Par jour? Par jour. On sent? Un peu moins. Elle peut faire plus de 80 km par jour pour aller se chercher des petites fleurs à butiner. Alors, bien sûr, en général, elle reste dans la même zone. Hein. Là, on parle vraiment de cas exceptionnels. Hein, mais ouais, c'est... Bon, voilà. Mais en même temps, on dit qu'ils restent dans la même zone, mais il y a quand même des places où on met des ruches d'abeilles, des choses comme ça, qui n'ont pas tant de fleurs à proximité, puis à chaque jour, elles doivent faire des bonnes distances, peut-être pas autant que 80, mais je serais pas surpris que... Une vingtaine de kilomètres, Ouais, ça c'est serait ça. bien. Ouais. Elle est toute petite, là, puis elle est capable de faire énormément de distance. J'imagine, par rapport à sa taille, ça doit ressembler. Oui, c'est ça. C'est quand on fait le rapport par rapport à sa taille, ça devient des... Pouf!
c'est gigantesque. Vraiment, là, on parle de C'est distances gigantesques par c'est rapport à la beaucoup taille. d'énergie aussi Ben, à c'est ça. dépenser. Puis, tout en parlant aussi de ces insectes-là, les fourmis, à votre avis, combien est-ce qu'elles peuvent transporter de fois leur poids? Je l'ai déjà lu, mais en plus. Moi aussi, moi, je l'ai Allez, sens. allez, C'est jusqu'à 50 fois son poids, il me semble. T'as lu sur mes notes, Pascal. Non, c'est dans les réponses d'un quiz super intéressant de la Maison Provencher que vous pouvez réserver pour vos écoles. Donc, qui s'appelle Les insectes. On a un quiz là-dedans et on avait cette C'est question-là vrai. qui peut transporter 50 fois son poids. 50 fois, c'est gigantesque. On imagine un humain transporter 50 fois son poids. Je pense qu'il roulerait par terre tellement c'est impossible. Là, c'est Louis Cyr peut aller se rhabiller. c'est ça. Fait que, je sais pas si vous avez d'autres petites choses, d'autres petits fun facts à rajouter. J'ai pas mal fait le tour de mon côté. La dernière chose que j'aimerais parler, c'est aussi le fait que les insectes, notamment les abeilles, en fait, ça peut aussi causer des problèmes, hein, ces grandes sociétés-là. Le fait que justement, ça prenne énormément de place, ça peut détruire des maisons, ça peut détruire aussi des parcelles entières de terrain parce que ça prend tellement de place, ça grandit tellement rapidement que ça peut vraiment comme occuper beaucoup de territoire. Mais aussi, quand j'étais plus jeune, on parlait justement du fait que les abeilles, de mettre des ruches un peu partout, c'était vraiment super important. Puis j'ai l'impression que là, on est un petit peu revenu sur notre décision. Le fait qu'en fait, les abeilles, il faut aussi prendre en compte que il y a énormément de pollinisateurs différents, notamment les bourdons, les lépidoptères, donc les papillons, les guêpes aussi. Puis que en mettant des ruches, on empêche un petit peu ces pollinisateurs de polliniser un peu partout, forcément, parce que comme ça pollinise énormément, c'est des abeilles qui ont été modifiées pour faire le maximum de pollinisation possible. Donc, ça peut aussi causer des petits problèmes. Ah oui, puis c'est ça. Dans les dernières études, là, c'est ça. Surtout en milieu urbain, tu sais, Ouais. il y a comme une mode de Ouais, c'est dire ça, sur les toits, ouais, d'avoir des ruches, mais ils se sont rendus compte que tu sais, la nourriture, parce que tu sais, on pense au pollen, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même la source principale de nourriture des pollinisateurs. C'est ce qu'ils mangent, en fait. On a l'impression qu'ils ramènent juste ça au nid, pis tout ça, mais tu sais, c'est leur nourriture. Donc, en ville, il n'y a pas tant de fleurs que ça. Puis même les endroits où il y en a beaucoup, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des fleurs qui sont bonnes Ouais, pour c'est les, ça. pour les pollinisateurs, tu sais, c'est des bonnes sources de nourriture. Puis nécessairement aussi, la période de l'année, il y a des périodes de l'année où il y a plus de fleurs, d'autres, il y en a moins. Donc, une colonie d'abeilles là, qui a plusieurs dizaines de milliers d'individus, c'est sûr que ça monopolise beaucoup de la ressource qui peut être rare dans certains milieux. Donc, ils se sont rendus compte que dans les villes, quand ils mettaient des ruches, c'est ça, les populations de pollinisateurs indigènes diminuaient Il y a à une cause compétition malsaine. Mhm. Un peu. C'est ça, ça fait que là, c'est comme moins recommandé de faire ça. Totalement. Fait que donc, je pense que c'est l'idée, regarde en tête, c'est que les abeilles, c'est ça, c'est une espèce, tu sais, dans notre autre podcast, on parlait des espèces exotiques envahissantes. Ça reste une espèce exotique, Ouais. l'abeille domestique. J'avoue qu'on l'oublie totalement, ça. Ouais. On a souvent tendance à Ça penser que les t'introduit, espèces ça. exotiques, c'est tous des méchants, mais en réalité, il y a des espèces qu'on a introduites pour des bienfaits, tout ça. Puis l'abeille, ça en est une, mais qui a quand même un impact sur, c'est ça, les pollinisateurs qu'on a ici. Donc, l'idée d'utiliser les abeilles, c'est pour favoriser les cultures, souvent, où il y a un manque, des fois, de pollinisateurs, parce que quand on pense à un verger de pommiers, ça fait beaucoup de fleurs à polliniser. Donc là, les pollinisateurs indigènes sont moins en mesure de tout polliniser. Donc là, c'est intéressant d'avoir des abeilles pour combler le manque de pollinisation. Mais c'est ça, il faut quand même garder en tête que si on les met n'importe où, ça va chercher la ressource qui était utilisée par des espèces qui étaient indigènes, qui étaient ici bien avant les abeilles. Là. Donc, il faut faire attention à ça aussi. C'est vrai que c'est des études récentes quand même. Il y a, c'est ça, il y a 5-6 ans. C'était pas du tout le C'est cas. super intéressant. Puis, mais c'est ça. Puis en fait, on l'oublie. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler. Puis c'est ça, on a fait le tour de nos petites Fait que questions. dans le fond d'une bibliothèque au Lac-Saint-Jean, peut-être, en pleine ville, avec C'est ça. parcimonie. C'est ça, à faire attention en tout cas.
Je vais prendre le temps de vous remercier. Merci beaucoup, Pascal, puis merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir Ça fait plaisir. participé à Merci ce à toi, balado-là. Claudine. Merci. Merci. Donc, je vais juste reprendre ma liste d'enfants à remercier parce que j'ai pas les noms juste là, ce sera pas long. Poum, poum, poum. C'est bon, je les ai ici. Donc, merci à nos amis qui ont posé des questions. Donc, on a Édouard, on a Paul, on a Marguerite, Léa, Ethan, Maxime et Eleanor. Merci à eux. Si jamais vous avez des questions à nous envoyer, n'hésitez pas à regarder directement sur notre site internet, donc la Maison Léon Provencher. C'est des super bonnes questions, Eh d'ailleurs. ben vraiment, et Mhm. ils sont vraiment super intéressés par la nature, puis ça fait plaisir de voir que Il y a de la la jeune relève. génération, Oui, c'est ça, vraiment. la jeune C'est génération impressionnant de les voir. a tout le temps plein de questions différentes. Puis je vais prendre aussi le temps de remercier le studio Coupé de nous prêter ses locaux. Puis également, tout ce balado n'aurait pas été possible sans la contribution financière de la Ville de Québec. Donc, merci à eux. Puis je pense que j'ai oublié personne. Donc, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Donc, restez connectés. Puis on se dit à bientôt. Bye! Bye.